Le plus gros challenge, c'est vraiment passer de salarié à l'entrepreneur. Je suis née d'une Reco BNI. Je dirais que testez et vous allez voir que vous allez être surprise de vous-même. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur, le podcast qui met en lumière les vrais visages de l'entrepreneuriat. Dans chaque épisode, nous donnons la parole à des entrepreneurs de notre région, membres de BNI Essonne Terre d'Avenir, des entrepreneurs au profil unique, aux personnalités inspirantes et passionnantes, qui viennent partager avec vous leurs histoires, leurs astuces et leur énergie. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Parole d'entrepreneur. Nous sommes aujourd'hui avec Kun Yang. Kun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir m'invité. Kun Yang, Colibri Patrimoine, donc conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment tout a commencé pour toi? Tout a commencé pour moi, c'est aussi l'évolution de Covid en 2020. Parce qu'auparavant, j'étais salariée, j'ai un parcours marketing commercial international et j'étais d'un client d'un conseiller en gestion patrimoine de 2015. Et à l'époque, son métier avait déjà m'intéressé. Ça pouvait être une piste de reconversion. Quand le Covid a commencé, c'est là que je me suis posé beaucoup de questions sur l'éthique de mon travail parce que je vendais les produits à l'autre bout du monde, je faisais beaucoup de voyages à l'étranger, donc mon bilan carbone était pourri. Donc c'était là que je me suis intéressée à revenir à son métier. Au métier de conseillère en gestion de patrimoine, tout à fait. Donc c'est cette rencontre qui a tout fait basculer. Tu avais déjà comme idée de faire ce métier un jour ou pas du tout? Oui, quand j'étais cliente, je me disais que ça pourrait m'intéresser, mais finalement, c'est pas via lui que je fais ce métier. En fait, à l'époque, il m'avait botté en touche. Il me disait qu'il fallait un BTS en banque et assurance. Et moi, j'ai un master en commerce international, ça ne correspondait pas. Et puis, c'est en octobre 2020, j'ai parlé de mon projet, mon introspection à mon meilleur ami, qui est avocat à Aix-en-Provence. Et il m'a fait rencontrer mon formateur, qui est dans son réseau entrepreneur BNI à Aix-en-Provence. Donc, je suis née d'une Reco BNI. D'une Reco BNI. Et je crois que tu me disais, ils t'ont invité à une réunion BNI? Non, ils m'ont invité à une réunion journée découverte sur la partie gestion patrimoine. D'accord. Et par la suite, quand je commençais à réfléchir de sortir de salariat, c'est mon voisin, un ancien BNiste, qui m'a invité à une réunion BNI à mon groupe actuel. Et tu étais déjà CGP à ce moment-là? Oui, tout à fait. Ça faisait déjà 1 an et demi et je savais que je ne pouvais pas faire BNI tant que je suis salariée en double activité. Donc je sautais le pas quand je savais que j'allais partir en rupture conventionnelle. Est-ce que tu avais déjà des entrepreneurs autour de toi à ce moment-là quand tu t'es lancée? Très peu, à part mon voisin qui est aussi à BNI. Sinon, j'étais plutôt entourée par des salariés. Et comment on passe, quand on n'a pas d'entrepreneurs autour de nous, comment on passe du confort, entre guillemets, du salariat à se lancer dans l'entrepreneuriat pleinement? J'imagine que tu avais certains doutes, certaines craintes, ou est-ce que tu n'en avais pas du tout? Si, j'avais des craintes quand même, parce qu'à l'époque, quand je me suis lancée dans ce projet, je n'avais pas prévu de quitter salariat. C'était plutôt un métier passion que j'ai découvert et je me sentais alignée dans ce nouveau métier. Plutôt un projet de sortie, parce qu'on vit mal dans les grandes entreprises après 50-55 ans. Et je m'étais dit que voilà, ça pouvait être une porte de sortie. Donc au début, je n'avais pas du tout prévu en passer en temps plein. Et le moment s'est venu quand je ne pouvais plus gérer en double activité. Après, l'avantage, c'est que j'ai déjà vécu cette période-là. Je savais quel est le métier, comment je pouvais passer de double activité à temps plein. Donc c'est une transition quand même en douceur, même si je n'étais pas entourée par les entrepreneurs. Oui, tu as commencé les prémices de l'entrepreneuriat en étant salarié. Donc finalement, tu as découvert un petit peu le milieu. Et une fois que tu t'es sentie prête, tu t'es lancée Tout à fait. Pleinement à ton compte. Oui. Quel a été le plus gros challenge pour toi, justement, dans cette transition ou dans ton parcours entrepreneurial par la suite? Le plus gros challenge, c'est vraiment passer de salarié à l'entrepreneur. Parce qu'en salarié, on est toujours entouré des collègues. Et d'un coup, d'un seul, on n'a plus de collègues. Et même, j'ai un réseau, ils sont quand même géographiquement assez éloignés. Donc, premier challenge, c'est de pouvoir retrouver un rythme, continuer le rythme d'actif. Et c'est là que BNI m'a beaucoup aidée, de pouvoir être entourée par les entrepreneurs qui partagent les mêmes quotidiens que moi, au final, quel que soit le métier. Ça t'a apporté un vrai plus? Ça m'a apporté un vrai plus. Alors, est-ce qu'il y a, parce qu'on parle toujours du professionnel, mais moi je suis intimement convaincue que le perso et le pro, ça a quand même un gros lien. Est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et personnellement d'intégrer le BNI? Professionnellement, ça m'a permis de créer un réseau, d'avoir des gens qui partagent le même état d'esprit. On n'est pas en train de se plaindre par rapport à la vie de salarié, mais plutôt comment on peut s'entraider et développer l'entreprise. Côté perso, je dirais que j'ai créé des vraies amitiés, pas avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas être ami avec tous les BNistes, mais avec quelques personnes, j'ai créé des vrais liens. C'est important. C'est important.
Parce que finalement, ta crainte, ton challenge, c'était de te retrouver un petit peu toute seule. Et là, tu avais un réseau autour de toi. Tu retrouvais ce que tu retrouvais avant dans le salariat, tu l'as retrouvé grâce à BNI, par rapport au fait que tu étais entourée, que tu pouvais échanger sur justement tes difficultés, tes challenges, sur tout ça. Et des gens positifs, enthousiastes, qui ont le même état d'esprit. Orientés sur l'avenir, sur atteindre des objectifs et comment on avance. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise par le biais d'échecs ou de défis, je ne sais pas, s'il y avait une leçon que tu retenais? Une leçon que je retenais, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une longue fleuve tranquille. Par contre, si on sait que, grosso modo, on avance dans la bonne direction, c'est le plus important. Même si quand il y a des moments de creux, il faut avoir la vision à long terme de dire, grosso modo, ça avance. Et au niveau de ton quotidien, qu'est-ce que ça a changé? Parce que j'imagine, t'as ton mari, t'as des enfants, de passer du salariat à l'entrepreneuriat, est-ce que ça a été difficile pour toi de retrouver ton rythme ou au contraire plus facile? Je dirais c'est plus facile parce que double activité était beaucoup plus challengeant qu'en étant en temps plein. Par contre, je ne suis pas un bon exemple de l'équilibre vie pro, vie perso, parce que la partie vie pro, ça grignote quand même sur le soir, le week-end, ça déborde pas mal. Ouais, souvent, c'est vrai qu'on ne compte pas nos heures. C'est ça. Quand on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler et du coup, on ne compte pas les heures. Mais je dirais que même si je travaille plus, mais je n'ai pas cette fatigue quand on était salarié parce qu'on subit, en quelque sorte. Il n'y a pas cette charge mentale. C'est un métier passion. Oui. Alors justement, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est le contact avec des gens, d'écouter leur histoire de vie, leur projet de vie et ensuite les accompagner dans le temps. Parce qu'on se connaît un petit peu, on échange, et moi ce que j'admire beaucoup chez toi, c'est que moi le métier de CGP, je ne le connaissais pas du tout, et tu arrives à expliquer les choses, à vulgariser, pardon du mot, mais à vulgariser au maximum pour rendre les informations que tu donnes les plus accessibles. Est-ce que tu penses que pour toi c'est un vrai plus? Oui, tout à fait, parce que finalement je cible souvent je parle avec des personnes qui n'ont pas du tout de l'éducation financière. Le fait de rendre accessible, ça permet à eux de comprendre. Et j'aime beaucoup aussi parce que cette partie démocratisation, je l'utilise aussi avec la formation de mes consultants. Ça leur permet aussi de transmettre de façon simple, les faire monter en compétences. Et je fais la même chose avec mes clients, les deux. Alors justement, tu as deux dimensions dans ton métier. C'est que tu accompagnes tes clients, mais tu accompagnes aussi des personnes qui ont envie de faire une reconversion comme toi, professionnelle. Tu as une équipe avec toi. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu Oui, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes qui ont envie de faire mon métier. Après, chacun a son rythme. Certaines personnes sont en double activité salariée, plus l'entrepreneuriat, un peu comme moi au début. Et certains qui sont déjà double entrepreneurs, parce qu'ils ont un métier connexe par rapport au mien. Donc, tu as un double accompagnement, tu as un accompagnement pour tes clients et un accompagnement pour tes équipes. Tu es un pilier pour eux. En plus, tu as vécu ce qu'ils vivent là Tout à fait. Actuellement. Oui. Donc ça aussi, j'imagine que c'est un vrai plus pour les accompagner. Tout à fait, parce que souvent, les formateurs n'ont pas souvent vécu la partie double activité. Et le fait d'avoir vécu ça, je sais comment est le challenge pour la partie gestion de temps. Donc je les aide aussi à gérer cette partie-là, passer cette période de transition. Qu'est-ce que tu leur dirais justement, ces personnes qui sont dans le salariat, qui ont très envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas vers quoi s'orienter, qui ont peur aussi de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Test par rapport à ce que vous avez envie de faire. À partir du moment où vous avez des valeurs, la valeur humaine, la valeur d'entrepreneuriat, vous allez réussir. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité d'après toi pour être... Pour mon métier, oui. Deux qualités. La qualité humaine, il faut vraiment aimer les gens de façon non pécuniaire, parce que des fois on passe beaucoup de temps avec les gens, on sait que derrière on ne va pas gagner grand-chose. Il ne faut pas compter sur la partie retour sur investissement. Et la deuxième qualité, c'est la capacité d'apprentissage, parce que c'est un métier qui évolue beaucoup, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc il faut avoir ces deux qualités-là. À partir du moment où on a ces deux qualités, le reste on peut apprendre, que ce soit la partie formation ou technique. Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières avant de se lancer en tant que CGP avec toi, ou est-ce que tu formes vraiment de A à Z? Je forme de A à Z. Donc juste ces deux qualités-là, humaine et envie d'apprendre. Génial. Est-ce qu'il y a une habitude, un rituel qui fait partie de ton quotidien et qui te drive, qui te booste? Pas spécialement. Je fais la méditation, mais je n'ai pas de rituel en particulier pour pouvoir me driver tous les jours. Comment c'est une journée de CGP?
très variable d'une journée à l'autre. Je peux avoir des journées qui sont plus orientées développement d'équipe, formation, ou des journées qui sont plus orientées client, ou même l'apprentissage moi-même. Donc c'est très différent d'une journée à l'autre. On ne s'ennuie pas. Tu t'ennuies pas. Et d'une semaine à l'autre aussi, j'imagine. Tout à fait. Tu as vécu un moment important la semaine dernière, il me Oui. semble. Tu veux en parler un petit peu parce que c'est aussi révélateur de ton évolution en très peu de temps, parce que ça ne fait pas non plus 15 ans que tu es CGP. Il y a une belle évolution, tu peux nous raconter? Oui, c'était la semaine dernière à la convention de mon réseau. La veille de la convention, c'est la pré-convention. Et ma ligne upline m'a demandé de faire une intervention devant 700 personnes. Donc il y avait 4 speakers, j'étais une des 4 speakers et une intervention en prise de parole en public. C'était assez impressionnant. Mais je me suis bien sortie. J'étais bien formée. Je n'en doute pas du tout. Est-ce que tu t'imaginais il y a 2 ans, 3 ans en arrière Pas du tout. Vivre ce moment-là? Pas du tout. Je n'ai jamais pensé de vivre une prise de parole comme ça. En plus, souvent, quand je faisais des présentations avant, c'est un petit comité. J'avais mon support aussi en PowerPoint. Là, j'avais préparé un support et ils m'ont dit une semaine avant, non, pas de support, vous allez parler sans support. Donc oui, non, j'aurais jamais imaginé ça. Qu'est-ce qu'on ressent? La fierté, parce que c'est aussi une reconnaissance de l'évolution. C'est beau. Quand il y aura des moments creux, je vais penser à ce moment-là. Oui, j'imagine. Tu as dû être submergé par plein d'émotions confondues. Est-ce que tu dirais que cette étape-là, vu que tu ne t'y attendais pas, qu'est-ce qu'on peut espérer après? L'étape après, j'aimerais que mes filleuls montent sur scène. Parce que la réussite, ce qui est plus important, c'est leur faire réussir. Donc c'est ma mission. Donc j'aimerais bien les voir en scène une prochaine fois. On retrouve cette patte de porter par l'humain et envie de tirer les autres vers le haut. C'est ça finalement aussi, oui, être un bon entrepreneur, un bon leader. J'ai envie qu'ils vivent bien leur vie, ils s'épanouissent aussi via ce métier-là. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé, qui a été un déclic pour toi dans ton parcours? La rencontre avec mon parrain. Parce que c'est là que tout a commencé. J'ai participé à la journée découverte en visio. À l'époque, c'était encore le 2e confinement. Et tout ce qu'il racontait dans la présentation m'intéressait. Je connaissais un peu l'immobilier, mais je ne connaissais rien en placement financier, l'assurance. Et je me suis dit que je vais attendre pour moi. Au pire, ça ne sera pas perdu. Et c'était vraiment ça, le moment d'enclenchement. Là aujourd'hui, il y a 2 dimensions. Il y a ta casquette de CGP, il y a ta casquette d'entrepreneur. Est-ce que quand tu t'es lancé, tu t'attendais à avoir tous ces hauts, ces bas, ces montagnes russes? Est-ce que tu t'y attendais un petit peu? Pas du tout, parce que je pensais que quand on est salarié, la vie est relativement linéaire. On ne peut qu'augmenter le salaire. Tous les ans, un petit peu, avec l'augmentation masse salariale ou individuelle. Sauf que le moment quand je suis sortie de salariat, je pensais que mes chiffres d'affaires vont aussi augmenter de façon constante. Mais l'année directement après la partie quitter salariat, et j'ai une chute de l'activité en termes de commission. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça, de se dire que maintenant je suis à temps plein et finalement je fais moins bien que j'étais en double activité. Et c'était une année un peu transitoire, dans le sens que je construis beaucoup sur la partie équipe, donc j'ai laissé un peu côté la production personnelle. On a parlé de qualité tout à l'heure dans le domaine du CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Quelles est d'après toi les 3 qualités essentielles pour être un bon entrepreneur? Entrepreneuriat, je dirais qu'il faut être bien entouré, choisir son entourage, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas... Beaucoup de gens vont nous dire que c'est trop dangereux, vous n'allez pas réussir. Donc être entouré par des gens qui vont nous soutenir ce projet-là. Donc qualité relationnelle pour être entouré. Deuxième qualité, c'est d'avoir une vision ou quelqu'un qui puisse l'aider aussi à créer cette vision-là si on n'a pas cette vision au départ. Parce qu'on ne sait pas forcément où on va en tant qu'entrepreneur quand on commence, mais c'est important de savoir la destination de GPS pour pouvoir tracer le chemin. Le troisième, je dirais que c'est trouver un métier passion. Parce qu'à partir du moment où on a un métier passion, on trouvera les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir nos missions. Ouais, le courage, la volonté de continuer. Même quand, est-ce qu'il y a une phrase que tu te dis justement dans ces moments de doute? Une phrase qui t'aide à remonter?
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent haut, qui s'élèvent haut. Ah, j'adore cette version. L'avenir, est-ce que tu peux répéter? L'avenir appartient à ceux qui s'élèvent haut. J'ai piqué cette phrase. Dans l'aire de jeu des enfants, avec l'escalade à pic. Oui, je trouvais cette phrase-là en haut de la fin de l'escalade et je trouvais que la phrase est très très bien. C'est vrai. L'avenir appartient à ceux qui s'élèvent haut. J'aime beaucoup. Je vais la garder celle-ci. Si tu devais comparer ton aventure entrepreneuriale à un titre de film, ce serait quoi? La vie n'est pas une longue fleuve tranquille. Tu m'étonnes. Avec tes clients, comment tu fais? Parce que j'imagine que tu rentres quand même dans un domaine qui peut être assez tabou. C'est intime, ouais. C'est intime, les finances d'une personne. Comment tu fais pour créer cette confiance dès le départ pour, Je dirais que mon parcours peut les rassurer. Par rapport, c'est pas un métier... C'est sûr que ça peut être un peu interrogatoire si on pose les questions directement, mais le fait de raconter mon parcours, mon pourquoi, ça crée déjà une confiance. Ensuite, je leur fais parler par rapport à leur projet de vie, et souvent les gens, ils aiment bien parler d'eux. Et donc, non, je trouve que c'est assez fluide en termes de... Et puis l'avantage, c'est que maintenant, c'est les gens qui viennent vers moi. Donc, j'ai plus besoin de... Il n'y a pas cette méfiance par rapport, quand on débute, qu'on va aller chercher la prospection. Parce qu'il y a eu le bouche à oreille, il y a eu la fait. recommandation derrière, Ouais. donc les gens Les gens ont déjà un besoin, ils ont besoin de trouver quelqu'un de confiance pour répondre à leurs questions. Quelle a été ta plus belle expérience ou la plus belle histoire que tu as peut-être résolue avec tes clients ou je ne sais pas Je dirais que leur fait prendre plutôt la conscience de ce qu'ils n'ont pas été fait. Dernièrement, j'ai eu un cas, un couple marié depuis très longtemps. Non, pas marié. Un couple pacsé depuis très longtemps. Ils ont même des enfants qui sont grands. Et ils n'ont jamais fait le testament. Et au début, c'était la femme qui est venue me voir par rapport à sa retraite. Et du coup, j'ai insisté pour voir son mari, pour dire qu'il faut faire un testament. Quelles sont les conséquences si vous ne les faites pas? Donc, c'est important aussi de prendre mon rôle, de pouvoir alerter les gens sur des choses qui sont essentielles, mais qui ne sont pas au courant. Les conséquences qu'il peut avoir derrière. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'aime beaucoup cette question et je te l'avais déjà posée, mais j'aimerais que les auditeurs puissent l'entendre. Si tu pouvais rencontrer, voir ton toi enfant, lui parler, lui transmettre un message, quel serait-il? Que tu vas faire plein de choses, des grandes choses, et que tu ne sais pas encore. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour l'avenir de Colibri Patrimoine? De souhaiter que je continue sur le chemin actuel et que je crée l'impact plus important de ce que je suis en train de faire. Alors, continue sur ton chemin actuel et tu vas créer encore de belles choses et de grandes choses, Koun. J'ai un message particulier pour des femmes, les futures femmes entrepreneurs, parce qu'on n'est pas assez en tant que femme entrepreneur dans ce monde entrepreneuriat. Et j'encourage, et on a beaucoup de qualités. Et j'ai envie d'encourager les femmes à entreprendre. Parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de charge mentale, mais on a aussi beaucoup de qualités humaines pour entreprendre. On part sur un super sujet là. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile pour une femme d'entreprendre? C'est pas plus difficile sur le côté de l'entrepreneuriat. Par contre, on s'est mis beaucoup de contraintes dans notre tête à nous. Parce que compétences, on les a. Par contre, on a souvent les postures de symptômes de l'imposteur. On se pose des contraintes et que les hommes ne posent pas. Ou posent moins. Ou posent moins. Ils vont foncer et que nous, on va poser 36 000 questions avant de se lancer. Comment tu le gères, ça, justement, ce syndrome de l'imposteur? Perso, j'ai besoin aussi d'avoir suffisamment de connaissances pour ne pas me sentir le côté symptôme de l'imposteur. Donc, je travaille de mon côté pour acquérir le maximum de connaissances possibles. Pour combler, finalement, pour combler dès que tu ressens le syndrome de l'imposteur, tu te formes, tu apprends, comme ça comble. Oui. Et est-ce que tu dirais que ce syndrome de l'imposteur, tu l'avais beaucoup au début, tu l'as moins maintenant? Est-ce qu'il revient quand même parfois? Oui, il revient toujours. Parce qu'au moment quand on se rend compte, nos compétences ne sont pas suffisantes. Parce que finalement, on a un niveau qu'on pensait que c'était suffisant, mais quand il y a d'autres challenges professionnels qui arrivent, on se rend compte qu'on a besoin de continuer à apprendre pour être au top. Alors, du coup, quel serait ton message si tu avais un auditoire de femmes là, en face de toi qui ont très envie de se lancer, qui ont peur? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que testez et vous allez voir que vous allez être surprise de vous-même. Mais pose pas trop de questions, on fait comme les hommes.
C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, nous les femmes. Et puis il y a cette notion aussi de les enfants, il faut être présente pour la maison, pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est un gros challenge aussi pour une femme. Parce que tu le disais tout à l'heure, quand on est à notre compte, on ne compte pas les heures. Donc pouvoir cumuler les deux. Quel est ton secret, toi, justement, pour pouvoir cumuler les deux? D'avoir un mari qui nous soutient. C'est important. Oui, parce que derrière chaque entrepreneur, il y a forcément un conjoint ou une conjointe qui soutient. C'est vrai. C'est beau. Est-ce que, quand tu étais petite, quel est le métier que tu voulais faire? Moi, je voulais être journaliste. Ah, qu'est-ce qui te plaisait tant? Côté l'aventure, d'avoir un quotidien qui est différent. Finalement, tu n'es pas journaliste, mais est-ce qu'on peut dire que tu retrouves... Oui, parce qu'il y a toujours les côtés rencontres. Et ce que j'aime, la partie journaliste, c'est aussi pouvoir interroger les gens, découvrir leur parcours. Des fois, c'est mes clients qui m'inspirent aussi par rapport à leur parcours. Et finalement, je retrouve un peu ce côté, l'interview intime chez mes clients avec le métier de journalisme. Alors, ça me permet de rebondir sur une chose. Félicitations, parce que tu es membre BNI depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, tu es un membre à 100 points, donc avec des indicateurs de performance élevés et constants depuis le début, donc bravo. Quel est ton secret? S'intéresser aux gens par rapport à leur métier et voir comment je peux les aider. C'est vraiment ça, l'altruisme avant tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi avant, ou BNI t'a beaucoup aidé en appliquant la méthode? Je pense que je l'ai déjà avant. J'ai toujours aimé mettre en relation les uns par rapport aux autres, en fonction de leurs besoins et comment je peux les aider. Donc c'est déjà dans le même état d'esprit. Donc BNI, finalement, c'est une continuité. Ce que j'aime bien dans la partie BNI, c'est la méthode, parce que ça permet de structurer la méthode et de pouvoir suivre le résultat. C'est aussi valorisant de voir les recommandations abouties et tout ça. C'est vrai. Et BNI, finalement, a fait que confirmer cette fibre que tu avais déjà. Est-ce que, parce que là, je sais que tu as renouvelé pour un petit moment, est-ce que tu imagines aujourd'hui ton parcours entrepreneurial sans BNI? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je serais vraiment isolée de mon côté si je n'avais pas adhéré BNI. Pour moi, c'était un parcours obligé. C'est comme un tuteur. On a besoin au départ. Moi, j'avais mon tuteur dans la partie métier de gestion patrimoine jusqu'à mes autonomies. Et pour moi, BNI, c'est aussi un tuteur pour un entrepreneur qui se lance. Jusqu'au moment qu'on a peut-être suffisamment de clients, qu'on n'a plus le temps de réseauter. Mais c'est important d'avoir ce tuteur-là quand on se lance. C'est un facteur moteur. C'est un facteur moteur et facteur de succès. Et facteur de succès, c'est beau. Merci beaucoup, Koen, d'avoir accepté cette invitation. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger. Plaisir partagé. Sur tout ça. Un petit mot de la fin? Oh, je ne sais pas quoi dire. Un petit mot de la fin. Non, j'étais ravie de partager mon expérience et que je n'aurais jamais cru, il y a 5 ans, de changer de parcours, changer de vie. Donc, des fois, c'est une évolution, un petit crise de quarantaine qui a fait qu'au final, on a tracé un chemin différent de ce qu'on a construit, pensé avant. Donc, des surprises, des belles surprises de vie. Magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Koen. Merci.